Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Le 24 octobre dernier, la journée des Nations Unies a été célébrée partout dans le monde. Au Mali, la célébration a été placée sous le thème « Les Nations Unies aux côtés du Mali, paix, croissance et opportunité ». Le grand dialogue d'aujourd'hui réfléchit donc à l'apport de la MINUSMA dans le processus de paix. Nos invités sur ce plateau, M. Danielson Lopez Darosa, chef de la section médiation de la MINUSMA, professeur Issa Ndiaye, politologue et chargé de cours à l'université de Bamako. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Les Nations Unies aux côtés du Mali, paix, croissance et opportunité. Nous ouvrons les débats avec vous, Monsieur Lopez. Pourquoi le choix de ce thème? Merci beaucoup, merci de nous avoir invités. C'est une opportunité pour nous de venir ici et de nous expliquer devant le peuple malien, parce que des fois je pense que nous sommes mal compris. Donc c'est une opportunité à chaque fois d'engager dans un tel dialogue. Bon, je pense, comme vous l'avez dit, c'est à la suite de la Journée internationale des Nations Unies, le 24 de ce mois. Et je pense que c'est un thème qui vient à point. Quel est notre apport, quel est notre soutien à l'édification de la paix et de la stabilité que nous recherchons au Mali. Et si je dois revenir un peu en arrière, la MINUSMA a été déployée en 2013, si je ne me trompe pas, le 1er juillet 2013, et nous sommes là depuis cette date. Et je pense humblement que nous avons quand même pu contribuer au processus de paix qui est en cours. Nous avons été sollicités par le gouvernement malien pour venir soutenir ces efforts dans la stabilisation du pays. Et vous avez vu l'évolution de notre mandat à travers les différentes résolutions, avec la dernière, la 24-23, où on met l'accent sur l'accélération de la mise en œuvre de l'accord de paix qui a été signé depuis le 2015, dont nous pensons que c'est une pierre angulaire pour la stabilisation de ce pays. Et c'est un accord que nous sommes tous impliqués aux côtés des Maliens à les aider à le mettre en œuvre. Et quand on regarde cet accord, vous avez les 4 piliers qui sont aussi importants l'une que l'autre et que nous devons tous soutenir les Maliens dans leur effort pour la mise en œuvre de cet accord. Et je dis toujours, les Nations Unies ne sont pas là pour se substituer au gouvernement. Nous avons été invités par le gouvernement malien. Nous sommes ici pour soutenir les efforts du gouvernement. Donc il incombe au gouvernement et aux Maliens eux-mêmes de décider de tracer leur chemin. Et nous sommes là pour les aider à justement s'assurer, de les aider à réaliser leur rêve qui est la stabilité et la paix dans ce pays. Je pense comme introduction. Le thème paix, croissance et opportunité. Absolument. D'accord. Et vous, professeur Ndiaye, que pensez-vous du choix de ce thème? Bon, ce que je peux dire, c'est d'abord de saluer l'effort de la MINUSMA dans notre pays. Ce sont des femmes et des hommes qui, très souvent au péril de leur vie, donc accomplissent une mission difficile, très difficile, dans un contexte et un environnement compliqué et complexe. Et il faudrait rappeler que la MINUSMA agit sur le mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Maintenant, en tant que Malien, je partage les interrogations de beaucoup de nos compatriotes qui ont du mal à comprendre comment, depuis 5 ans, en dépit de la présence sur le terrain de la force Serval plus Barkhane et maintenant avec la MINUSMA, donc une équipe conséquente, des gens avec des armements adéquats, n'arrivent pas à instaurer un climat de sécurité.
donc au Mali. Donc il y a des interrogations multiples qu'on n'arrive pas à comprendre, d'où justement ce que monsieur disait tout à l'heure, que leur mission est souvent incomprise en raison du fait que l'attente principale du Malien, c'est d'abord la sécurité. Or, on a le sentiment que, au lieu de décroître, c'est l'insécurité qui augmente. Donc, d'où la difficulté pour le Malien ordinaire de comprendre ce que fait l'aménagement. Moi, en tant que chercheur, j'interroge plutôt le mandat de l'aménagement, parce que l'aménagement agit sous mandat des Nations Unies. Est-ce que ce mandat est pertinent? Est-ce qu'il répond aux attentes des Maliens? Je pense que nous aurons l'opportunité d'en débattre tout au long de nos échanges. D'accord. Alors, Monsieur Lopez, qu'avez-vous à répondre aux interrogations multiples que le professeur Ndiaye vient de soumettre tout de suite? Merci, monsieur le professeur. Vous savez, si j'étais à votre place, j'aurais exactement ces interrogations. Mais ce que je peux dire à ce stade, c'est que, en termes de climat de sécurité ou d'insécurité que vous avez évoqué, certes, on voit qu'il y a la situation sécuritaire se dégrade au centre, entre autres, et dans quelques localités par-ci, par-là. Notre mandat qui découle du Conseil de sécurité, c'est d'abord la protection des populations civiles. Et nous le faisons avec le moyen que nous avons. Nous avons 11 000, 12 000 casques bleus qui sont sur le territoire, mais vous savez aussi bien que moi que le territoire est énorme. Et les moyens que nous avons, nous essayons à chaque fois d'améliorer en termes d'équipement pour pouvoir faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Mais si on regarde les défis sécuritaires, parce qu'on dit que depuis que nous sommes là, mais la sécurité demeure un problème. Mais je pense qu'elle a évolué. En 2013, 2014, qu'est-ce qu'on voyait sur le terrain? Affrontements entre les groupes armés. Des fois, on s'attaquait aux FAMA. Mais depuis quelque temps, cela n'est plus le cas. On voit qu'il y a un rapprochement de ces forces sur le terrain. Maintenant, l'insécurité vient d'où? Des éléments qui sont contre la stabilité, des éléments qui viennent à s'attaquer à tout le monde, mais qui ne sont plus les mêmes. Donc l'insécurité auquel on pensait il y a quelques années n'est plus la même. Elle a évolué. Donc je pense qu'il faut aussi que nous puissions évoluer dans notre analyse de la situation. La force Barkhane est là pour combattre le terrorisme et les forces négatives, celles qui sont contre les efforts de la paix. Vous avez le G5 aussi, des forces de G5 qui est en train de prendre forme. Donc, c'est tous ces mécanismes qui sont là, et j'ose espérer que quand Force G5 sera opérationnelle, avec Barkhane qui est là en train de faire le travail qu'il est en train de faire sur le terrain, les FAMA, quand ils vont monter en puissance, comme nous l'espérons que ce sera prochainement, nous pensons que, avec la combinaison de toutes ces forces sur le territoire, nous serons en mesure de faire face à cette insécurité que vous avez soulevée et que tous les Maliens questionnent tous les jours. Évolution dans du contexte d'insécurité et de sécurité, vous dites? Une évolution dans ce sens-là? Dans ce sens. Avant, c'était l'insécurité, c'était les mouvements armés qui se battaient entre elles, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, vous avez les groupes qui sont contre la paix, les terroristes, entre autres, qui s'attaquent aux forces internationales. Nous subissons des pertes tous les jours. Il y a quelques jours, on a encore attaqué nos camps. On ne passe pas 1-2 semaines sans qu'on nous tire dans nos camps, sans qu'on perde nos camarades. Donc, c'est une réalité. Et on pose des mines presque tous les jours. Et nos collègues tombent dans ces mines presque quotidiennement. Donc c'est des réalités. Et ça, ce n'est pas les autres, les mouvements ou je ne sais pas quoi, mais c'est des gens qui sont contre la paix, contre la stabilité, qui viennent justement. Et professeur Ndiaye, est-ce un avis partagé? Bon, quand
je réfléchis un peu comme le Malien ordinaire qui s'interroge un peu sur la situation globale dans le pays. Il est vrai que quelque part la nature de l'insécurité a changé, mais la question essentielle à mon avis, c'est il faut interroger comment le problème malien est appréhendé par les Nations Unies. Vous savez aussi bien que moi que c'est souvent la France qui introduit donc, le problème du Mali au niveau du Conseil de sécurité. Les Maliens ont le sentiment que cette lecture française qui détermine en quelque sorte les positionnements des Nations Unies et donc commande du même coup donc l'attitude de l'aménagement sur le terrain. Or, cette analyse française nous paraît quelque peu biaisée peut-être par des non-dits et des convoitises stratégiques de la part de certaines puissances qui expliquent un peu le malaise, la mission de l'aménagement. D'abord, en ce qui concerne la perception négative de la présence des troupes étrangères au Mali, vient essentiellement du fait que au cours de l'offensive de Serval, il y a un brusque arrêt au niveau de la pénétration des forces militaires maliennes, notamment au niveau de Kidal. Et ce problème-là reste un problème entier jusqu'à l'heure actuelle. Donc les Maliens ont du mal à comprendre pourquoi l'État malien tarde à se déployer à Kidal. Et on a le sentiment que quelque part, il y a des groupes qui sont protégés notamment par les Français et du coup aussi par les Nations Unies. La deuxième grande interrogation des Maliens qui suscite certainement l'incompréhension aussi la difficulté à comprendre ce que fait l'aménagement au Mali, ce sont les accords d'Alger, le contenu des accords d'Alger. On se souvient qu'à l'époque, au début du processus d'Alger, l'État malien avait souhaité donc revenir sur certains aspects de ces accords d'Alger qui ne tenaient pas très bien compte des intérêts des populations et des questions de souveraineté nationale. Le sentiment global qu'on a, c'est comment comprendre qu'un État comme le Mali, membre des Nations Unies, soit traité sur le même pied d'égalité que des mouvements rebelles. Or, c'est bien l'État malien qui a fait appel aux Nations Unies. Et comment donc, dans cette intervention des Nations Unies, on a le sentiment qu'on traite l'État malien comme les groupes rebelles. Et notamment dans les accords d'Alger, je me souviens qu'on a dit à l'époque, lorsque le Mali voulait renégocier certains aspects, on a dit au Mali, c'est à prendre ou à laisser. Par contre, au niveau du traitement des aménagements qui avaient été demandés par les groupes armés, on a bien tendu l'oreille. Donc les Maliens, il y a cette double frustration des Maliens de ne pas avoir la possibilité, de rentrer à Kidal et d'avoir le sentiment que les Nations Unies auxquelles nous sommes partie prenante en tant qu'État fait montre en réalité de peu de considération pour les préoccupations de souveraineté du Mali. Monsieur Lopez. Merci beaucoup. Si je peux juste revenir d'abord sur notre présence ici et votre perception de la France. En ce qui concerne les Nations Unies, en ce qui concerne la MINUSMA, nous avons un mandat qui émane du Conseil de sécurité. Nous faisons rapport au Conseil de sécurité tous les 3 mois. Et c'est un rapport du représentant spécial envoyé au secrétaire général. Et le secrétaire général regarde, ensuite présente au Conseil de sécurité. Pendant la présentation, vous avez 2 sessions. Vous avez la plénière où le gouvernement du Mali vient souvent et a le droit et bien souvent et présente aussi un bilan. Et ensuite, il y a les huis clos. Tout ça pour dire quoi? Ce que nous faisons n'est pas influencé par une nation ou une autre. Nous faisons une analyse objective de la situation qui se trouve dans les rapports que nous écrivons tous les 3 mois, et c'est sur base de ce rapport objectif que les débats sont conduits au sein du Conseil de sécurité
et qu'ensuite, s'il y a des résolutions chaque année, c'est sur base des rapports qui sont faits. Donc tout ça pour dire que nous sommes indépendants des pays qui œuvrent ici aux nations et ici au Mali. Ça, c'est le premier aspect. Vous avez parlé de l'accord. J'ai eu la chance de participer à l'élaboration de l'accord préliminaire de Ouaga, ensuite à suivre pendant les 9 mois l'évolution. J'allais à Alger de la part des Nations Unies pour justement cet accord. Donc toutes les discussions, les contours et aboutissants, je pense que j'ai eu l'opportunité d'assister aux réunions. Nous avons un accord aujourd'hui. Cet accord, bien sûr, ne peut pas plaire à 100% des Maliens. Mais je pense que c'est un dénominateur commun sur lequel toutes les parties s'étaient mises d'accord. Mais pour moi, l'important dans tout ça, ce n'est pas ce qui est écrit, mais comment est-ce que les Maliens vont se mettre ensemble pour appliquer ce qui est dedans. Parce que vous pouvez avoir un accord aussi parfait qu'il puisse l'être, ou aussi imparfait qu'il puisse l'être. C'est comment vous allez vous organiser pour la mettre en œuvre. C'est là où vous allez la rendre parfaite, ou s'il y a des imperfections, c'est pendant sa mise en œuvre que vous allez corriger cela. Donc pour moi, je vois plutôt ça. Nous avons cet accord qui est là. Comment est-ce que tous ensemble, nous pouvons, sur base de ce qui est là, construire un pays où tout le monde puisse s'y retrouver, ou plutôt construire un pays où tout Malien, toute Malienne, tout Malien puisse justement s'épanouir. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Mais si on dit que, voilà, le gouvernement n'était pas d'accord, la CEMA n'était pas d'accord, la plateforme n'était pas d'accord, on n'arrivera pas à l'essentiel qui est pour moi la stabilité. Ça, c'est un moyen pour moi pour y arriver. Comment nous allons faire pour y arriver? C'est ça qui était l'essentiel. On vous avait parlé de Kidal. Certes, on peut avoir différentes interprétations de ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé. J'étais à Kidal en 2013, quand la force Serval était là-bas. On m'a envoyé de la part des Nations Unies pour négocier justement la mise en œuvre de l'accord préliminaire, d'aider à organiser les élections, c'est-à-dire d'abord faire venir le gouverneur et l'administration et organiser les élections, que nous avons fait avec le colonel Kamisoko et toute son équipe. Et ensuite, l'armée malienne était revenue à Kidal avec le colonel Camara à l'époque. Il y a eu les événements qui se sont passés et là, aujourd'hui, où est-ce que nous sommes? Nous sommes dans une situation où vous avez les autorités intérimaires qui sont à Kidal en ce moment. Vous avez le MOC qui se met en place à Kidal avec les unités mixtes. Nous avons des éléments, des FAMA qui sont à Kidal. Peut-être pas à la vitesse à laquelle nous souhaitons, mais les gens y retournent. Donc, cette perception comme quoi nous protégeons ou d'autres forces protègent, peut-être que s'ils avaient l'information que nous avons, ou bien s'ils étaient à nos côtés quotidiennement, ils allaient comprendre que c'est loin de tout cela. Pour nous, le gouvernement est souverain, nous sommes là pour soutenir les efforts du gouvernement et nous n'allons jamais mettre le gouvernement au même pied d'égalité qu'un mouvement armé. Et si vous voyez même le pacte pour la paix que nous venons de signer, pour nous c'est simple. C'est le gouvernement qui est en charge de la mise en œuvre de l'accord avec le soutien des mouvements. Et pour nous, c'est quelque chose sur lequel on n'y revient pas. Mais ne pensez-vous pas que cette incompréhension-là sera un manque de communication? Certainement, si vous le dites. Mais toute critique, elle est bonne. Si c'est un manque de communication, peut-être que nous devons faire davantage pour vous expliquer. dites que les gens, vous n'êtes pas bien perçus parce que vous n'êtes pas bien compris par la population, par les gens. Mais qu'est-ce qui amène cela? Pourquoi? Qu'est-ce qui amène cela? C'est justement les attentes. Parce que les gens ont tendance à penser que les Nations Unies sont là pour, numéro un, combattre le terrorisme, entre autres. Ce qui n'est pas le cas. Notre mandat est bien clair. Il y a beaucoup d'autres activités
auquel on s'attend à ce que la MINUSMA puisse intervenir. Mais nous rappelons aux gens que nous sommes là pour soutenir un État, pas pour nous substituer à un État. Donc c'est ça un peu l'incompréhension. Nous faisons le maximum que nous pouvons dans des conditions très difficiles que le professeur a évoquées au début. Nous perdons nos vies quotidiennement, justement pour aider l'État à recouvrir l'autorité sur l'étendue de son territoire. Ce n'est pas un travail qui est facile, mais nous le faisons tous les jours. Et quand vous allez, par exemple, au nord, dans certaines villes, les gens ont une meilleure appréciation de ce que nous faisons parce que nous travaillons au quotidien avec la population. Mais si vous allez à Sikasso, où nous ne sommes pas présents, c'est très difficile pour que quelqu'un de Sikasso puisse comprendre ce que nous faisons. Ça aussi, c'est la part des choses. Mais bien sûr, ça n'exclut pas une communication assez forte pour expliquer aux gens ce que nous sommes en train de faire. Nous le faisons depuis, nous allons continuer à le faire. À ce sujet, la rédaction de Studio Tamani a réalisé un micro-trottoir à Bamako et à Gao. Je vous propose de l'écouter. Une aide étrangère est toujours la bienvenue. Pour moi, je crois que c'est toujours la bienvenue. Depuis 5 ans, l'ONU est venue au Mali pour la paix, la réconciliation au Mali. Mais de mon avis personnel, vraiment, je crois que l'ONU ne fait rien par rapport à la consolidation et à la résolution de la paix au Mali. La MINUSMA fait bien son rôle, mais nous sommes en présence d'une guerre asymétrique. Il faut cependant rappeler à la communauté internationale ainsi qu'aux autorités maliennes qu'on ne peut pas quand même parvenir à la paix en reposant la défense nationale sur des propositions hésitantes. À Gao et partout ailleurs, on ne voit pas pourquoi tout ce monde militaire vient s'installer ici uniquement pour sécuriser Gao. Chaque fois eux-mêmes ils le disent qu'ils ne sont pas venus pour faire la guerre avec les ennemis de la paix. Chaque fois, il y a des braquages, les gens sont dans l'insécurité totale. Si les gens ont réellement la volonté politique de sécuriser les personnes et leurs biens avec quelques milliers de personnes, ils ont les moyens. Il faut gérer tout simplement des stratégies pour sécuriser les populations. Alors, vous venez d'entendre ces quelques réactions de la population malienne. Professeur Ndiaye, qu'en dites-vous? Oui, je pense que, comme je le disais au début, la MINUSMA, c'est des femmes et des hommes de bonne foi. Je disais que c'est une des forces des Nations Unies qui a à son, j'allais dire actif, mais ce n'est pas le cas de le dire, qui a subi de pertes, de graves pertes en vie humaine. Et c'est une catastrophe. Et je pense que là, il faut saluer cet esprit de sacrifice de la part de femmes et d'hommes qui viennent dans notre pays pour faire de leur mieux. Mais je pense qu'il y a lieu quand même d'interroger la mission, le mandat de la MINUSMA, qui ne relève pas de la MINUSMA elle-même, comme je le disais, du Conseil de sécurité. J'ai souvenance des batailles que notre ministre des Affaires étrangères de l'époque, M. Diop, qui menait pour demander donc ce qu'il appelait un durcissement du mandat de l'OTAN. Donc, que la MINUSMA puisse, par exemple, passer à l'offensive. Nous expliquait tout à l'heure les déficits en équipement et en moyens de la MINUSMA, c'est ce qui est tout à fait réel. Le second aspect de la question, c'est le fait aussi que le défaut majeur des accords d'Alger, c'est d'avoir privilégié un arrangement en quelque sorte avec les éléments, les groupes armés. Et on ne voit pas tellement les populations, les communautés comme partie prenante justement de ces accords d'Alger. Or, il est impossible, à mon avis, de faire la paix tant qu'on n'arrivera pas à impliquer les populations. Donc, il y a un problème de légitimité qui se pose par rapport à ce que les Nations Unies semblent avoir choisi comme interlocuteur de l'État malien. Je veux parler des groupes rebelles. Les groupes rebelles, on les prend en considération parce qu'ils ont le fusil. Et on a vu ce que ça crée, ce que ça a amené, une prolifération de groupes armés. Je crois savoir qu'il y a aujourd'hui 17 groupes armés. Ça veut dire donc qu'il y a une inflation de groupes armés. Et ça veut dire que quelque part, la logique dans laquelle on est pour traiter la question donc, de l'instabilité au Mali est certainement mal pensée.
Le troisième aspect de la question, qui interpelle aussi donc, les Nations Unies et par conséquent la MINUSMA, si l'on voit un peu les sources économiques de toutes ces rébellions et l'insécurité au nord du Mali, ça repose en partie sur les trafics, notamment de trafic de marchandises, mais surtout trafic de drogue et trafic de migrants. Or, cela se passe au nez à la barbe de la force Barkhane et de la MINUSMA, et on a le sentiment qu'on laisse faire. Et tant qu'on laissera faire, on va donner des moyens économiques donc, à ces groupes terroristes de continuer à recruter des gens et de continuer donc à semer l'insécurité. Pourquoi on ne comprend pas que ce mandat ne soit pas être plus dur, surtout en direction donc, d'essayer de couper les routes de trafic et d'étouffer dans l'œuf les moyens financiers qui sont ceux des groupes terroristes qui essaiment cette partie du Nord. Et surtout que même Barkhane est en train de se rendre compte, en réalité, que ces protégés d'hier dans les mouvements rebelles ont des connexions, plus ou moins, justement, avec ces groupes terroristes dans cette partie du Mali. Monsieur Lopez, est-ce que ces trois aspects que le professeur Ndiaye vient de citer tout de suite ont été pris en compte? Je dirais que oui, en commençant par l'inclusivité, l'appropriation par la population de l'accord. Si vous regardez le pacte, dans le pacte, nous avons souligné cette nécessité de l'inclusivité. L'inclusivité, ce n'est pas seulement les mouvements armés ou les groupes armés, mais c'est aussi la population. Il faut que la population se sente impliquée. Et c'est pour ça que nous disons que nous mettons toujours le Malien au centre de ce que nous faisons. Malien ou Malienne au centre de ce que nous faisons. Quand on mène une action ou on pose un acte, quel est l'impact de cet acte sur la vie du Malien ou de la Malienne? C'est comme ça que nous pensons. Donc, tout pour nous tourne autour de la population. Comment est-ce que nous pouvons aider le gouvernement à contribuer, à améliorer la vie en général de la population, la stabilité et tout ce qui va avec. Donc cet aspect est couvert et nous continuons à pousser pour cela. Et nous pensons que les femmes doivent être comprises, doivent être partie prenante de cet accord de paix, doivent être parmi le moteur de cet accord de paix. Nous travaillons dur pour nous assurer que cela soit une réalité. Parler de trafic, vous avez tout à fait raison. Il y a de trafic. Le mandat, nous avons reconnu dans les résolutions, vous verrez qu'on fait mention du trafic de drogue et tout autre trafic. Puis, si j'ai bien compris, il y a la force G5 qui est là, qui va être déployée, et l'une des tâches, c'est justement de s'attaquer à cela. La MINUSMA mène beaucoup d'opérations, beaucoup d'opérations. Et nous avons déjà notre tâche qui est de protéger les populations civiles. Imaginez-vous que si déjà ce travail-là nous est difficile, mais on le fait aussi bien que nous pouvons, que nous devons maintenant aller derrière les trafiquants. C'est un peu compliqué. Mais il y a d'autres forces qui sont là, qui justement s'attaquent à ce fléau. Et nous allons continuer à faire tout ce que nous pouvons pour justement aider. Par exemple, il y a la commission de sanctions qui est là. La commission de sanctions, l'une des choses qu'elle va aussi faire, c'est de voir si ça a un impact par rapport à la mise en œuvre de l'accord. On va citer ces gens et ces gens seront sanctionnés. Donc, il y a des mécanismes qui sont là de la part de la communauté internationale pour justement essayer de faire face à tous les fléaux que vous avez soulevés. Donc, c'est un processus et au fur et à mesure, on s'adapte. Et vous avez parlé du mandat de la MINUSMA. Vous savez, on a parlé de robustesse. À un moment, votre ministre Diop a plaidé pour un mandat plus robuste et tout. Mais je pense que quand vous regardez le mandat, il est suffisamment robuste. Suffisamment robuste. Maintenant, comme on l'a tous dit, l'ennemi que nous avons en face de nous, ce n'est pas un ennemi conventionnel, c'est des guerres asymétriques. Bien sûr, quand on anticipe,
les militaires sont mieux qualifiés que moi pour vous dire exactement ce qu'ils font. Mais je sais que nos militaires ne s'assoient pas et attendent. Beaucoup de choses, beaucoup d'actions sont menées sur le terrain et nous essayons de faire le maximum que nous pouvons avec les moyens du bord et avec aussi l'ennemi que nous avons tous en commun, ou contre l'ennemi que nous avons tous en commun. Alors, professeur Ndiaye, selon vous, des pistes de solution de la crise ont-elles été enregistrées après tous ces efforts et ces actions que M. Lopez vient de nous citer? Bon, les solutions tardent à venir. Les Maliens ont le sentiment que, en tout cas, la présence militaire étrangère n'a pas contribué à répondre en tout cas aux attentes des Maliens. Mais on fait bien de dire que c'est d'abord la question de sécurité, c'est la responsabilité de l'État malien. Et donc, c'est au Mali de développer une stratégie nationale de défense et de sécurisation de son territoire. Je pense que cela doit être une mission fondamentale du Mali. Mais la question aussi qui se pose, c'est qu'un État qui était presque en faillite, qui est en voie de reconstruction, qui est normalement censé être en voie de reconstruction, on impose des réformes à cet État tendant à le régionaliser. Il y a en ce moment en cours des projets donc, de création de nouvelles régions, donc de restructuration territoriale. Et d'abord, la question qui se pose, est-ce le moment de régionaliser un État déjà affaibli? Est-ce qu'à ce niveau-là, on ne va pas le faire imploser? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'abord d'aider cet État à se mettre debout, de le renforcer d'abord avant de le régionaliser? Je pense que cette question ce ne sont pas seulement des Maliens qui se le posent. Je pense qu'aujourd'hui, cette interrogation se trouve au niveau aussi de certains diplomates français. Dans les derniers écrits, même d'un ancien ambassadeur de France au Mali, qui s'interroge sur ces questions-là. Et dans d'autres articles, les gens se demandent est-ce qu'il n'y a pas une erreur d'analyse stratégique de la part des puissances européennes dans le traitement de la question du Mali. Donc ça, c'est une question. Et quand je regarde un peu les ébullitions en cours dans les régions, notamment à Gao, où les populations sont en train de se manifester et disent qu'elles ne sont pas d'accord avec les découpages territoriaux, ça veut dire que quelque part, il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes qui, si elles ne sont pas gérées, vont créer beaucoup plus de désordre et d'affrontements. Parce que ces mêmes inquiétudes sont en train d'avoir des échos dans le sud du pays, où il n'y a pas les mêmes problèmes, où il y a des revendications de certains de transformer leur coin, leur ville en cercle, en commune, voire même en région. Donc, je pense qu'une des conséquences aussi des accords d'Alger, dans sa partie régionalisation, constitue une menace pour l'intégrité territoriale du Mali, si on ne prend pas garde. Or, on a le sentiment que la communauté internationale est pressée d'appliquer ces accords, puisqu'elle nous donne 6 mois pour ce faire. Or, faut-il privilégier l'application systématique de ces accords d'Alger ou faut-il regarder de plus près et avoir comme porte de solution globale et définitive la nécessité que les populations, qui sont les premières concernées, aussi bien par les questions d'insécurité que les questions de régionalisation, on puisse leur donner la parole pour exprimer leur point de vue et qu'à partir des solutions qui seront dégagées, par exemple, dans le cadre d'assises nationales populaires et citoyennes, on puisse, au besoin, amender ce qui doit être amendé dans les accords d'Alger pour que ça puisse conduire à une paix globale et définitive. Alors, M. Lopez, est-ce que les Nations Unies ont pris en compte les répercussions que l'accord d'Alger peut avoir selon les exemples que le professeur Ndiaye vient de nous citer? Absolument. Nous avons eu l'opportunité de suivre
l'évolution de d'abord la rédaction et ensuite l'évolution de la mise en œuvre de l'accord. Mais si je peux juste revenir sur le régionalisme ou la régionalisation dont le professeur Ndiaye fait allusion, l'article 6 de l'accord parle d'améliorer la représentation des populations à l'Assemblée nationale par l'augmentation du nombre de circonscriptions électorales et ou toute autre mesure appropriée. Et comme je le disais depuis le début, il incombe aux Maliens eux-mêmes de savoir exactement comment interpréter tout cela. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que, voilà, si les Maliens décident de prendre cette voie, que nous sommes contre. Ce que nous pouvons faire, c'est conseiller, tout en prenant compte les différents baromètres, les différentes questions que le professeur vient de soulever. Mais si j'ai aussi compris, je pense que du 6 au 10, il y aura des concertations justement par rapport à cette question dans les différentes régions pour recueillir un peu l'avis des populations avant que le gouvernement prenne une décision ou de choisir la direction qu'elle va prendre. Je pense qu'il y a beaucoup de ces préoccupations qui ont été soulevées par professeur Ndiaye que le gouvernement prend en compte dans la mise en œuvre de l'accord. Et quand on regarde, par exemple, l'accord, la feuille de route du 22 mars, c'est les parties prenantes qui ont déterminé cette feuille de route. Les 6 mois que vous avez invoqués, c'est juste parce que la communauté internationale veut que l'accord de paix puisse s'accélérer. Mais nous sommes conscients qu'on ne peut pas mettre cet accord de paix en œuvre en 6 mois. Mais c'est juste comment impulser la mise en œuvre de l'accord de paix, comment faire en sorte à ce que nous puissions aller un peu plus vite. Et en ce qui concerne le désarmement des groupes armés, pourquoi ça prend tant de temps? Ouais, quand on regarde l'accord de paix, nous avons la période intérimaire où les mesures de confiance doivent être, pour juste des mesures de confiance qui ont été inscrites dans l'accord de paix pour justement faciliter tout cela. Nous avons comme les MOC, mécanismes opérationnels de coordination avec les unités mixtes. Cela est fait pourquoi? Pour que les éléments des mouvements armés, CMA, plateforme, puissent amener leurs éléments. Et c'est un début de mesure de confiance, de ramener tout le monde ensemble, réduire la circulation des armes. On a mis en place le MOC de Gao, on a subi l'attaque en janvier de l'année passée, où on a perdu 80 hommes suite à cette attaque, et on est en train de mettre le MOC de Tombouctou et celui de Kidal en place avec les unités mixtes. C'est quelque chose qui prend du temps, et comme vous l'avez dit, c'est un sujet qui est assez délicat. Et je pense que dans tout accord de paix, le plus important, c'est d'abord la confiance entre les acteurs. Ça prend du temps, et une fois que cette confiance est là, je pense que nous allons pouvoir accélérer. Et on voit déjà de 3 ans à maintenant, beaucoup de choses se sont passées. Et j'ose espérer que les choses vont continuer à aller dans cette optique. Et du 5, à partir du 5, nous allons commencer justement le DDR accéléré et l'intégration des éléments du MOC au sein de l'armée, qui est déjà un pas assez positif en avant. Il y avait des discussions qui devaient avoir lieu par rapport à la RSS, la nouvelle armée, qu'est-ce que les gens pensent, et les différentes parties pensent de tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites pour justement, d'abord, limiter la circulation des armes d'un côté, et ensuite mettre les bases, fonder les bases de cette nouvelle armée qui, on pense, verra le jour prochainement. Et professeur Ndiaye, pensez-vous qu'on pourra instaurer cette confiance dont M. Lopez vient de nous parler dans un laps de temps pour que le processus de paix soit plus rapide? Ça va être difficile à mon avis. Je pense que c'est le cas, ce qu'on constate sur le terrain. Difficile parce que peut-on aller à la paix en laissant circuler tant d'armes sur le terrain.
Je me rappelle aussi de la protestation des jeunes de Gao qui disaient justement que l'insécurité à Gao, dans la ville même de Gao, vient de la présence des éléments armés dans la ville. Et la revendication des jeunes était soit on désarme ces éléments, soit on les fait sortir de la ville. Donc, à mon avis, un des défauts majeurs, c'est depuis le processus des accords de Ouagadougou jusqu'à Alger, c'est qu'on prétend faire la paix en ne se posant pas la question de la nécessité de désarmer les éléments armés. Comment peut-on faire la paix tant que des éléments armés le resteront? Et surtout que dans la psychologie de ces gens, le fusil est devenu en quelque sorte un gagne-pain et un moyen de faire pression sur l'État malien. Comment un État souverain peut-il discuter et négocier avec tout le temps un pistolet sur la tempe? Ça aussi, c'est des questions qui sont assez, c'est des questions complexes qui sont assez difficiles. Ça nous ramène toujours donc à la perception que notamment les grandes puissances, notamment, je cite notamment la France, analysent donc cette question depuis des rébellions successives du Mali. Bon, ça veut dire quelque part aussi qu'il faudrait revoir un peu le logiciel avec lequel travaillent les Nations Unies appréhendent les réalités maliennes. Je pense que s'il y avait plus d'écoute par rapport à l'État malien, 2, par rapport aux populations maliennes, on aurait trouvé rapidement la solution. Et deuxièmement, je pense que l'erreur fondamentale, c'est de penser que dans une crise aussi profonde et aussi complexe que nous connaissons au Mali, que les solutions pourront venir de l'extérieur. C'est une illusion. C'est les forces intérieures qu'il faut mettre à contribution, notamment dans les segments au niveau des populations. Je me rappelle, ce n'est pas la première rébellion, je me rappelle qu'il y a eu, dans les années 90 et d'autres, des rébellions du même type, et ce sont les populations, les sociétés civiles qui ont beaucoup contribué à faire la paix entre les belligérants. Nous avons ici dans notre pays des moyens, des façons d'intermédiation, de faire en sorte la paix entre les communautés. Si on regarde un peu ce qui est en train de se passer entre les Peuls et les Dogons dans le centre du Mali, la mise en contribution des structures de la société traditionnelle, la mise en contribution des chefferies traditionnelles et les apaisements que nous sommes en train de connaître, pourquoi ne ferait-on pas le même effort en faisant largement appel donc à l'initiative populaire et communautaire pour pacifier un peu ces régions-là? Je pense que ça aussi c'est une dimension incontournable, mais encore faudrait-il que ça soit intégré dans le schéma global de perception de la crise malienne par les Nations Unies. Alors, Monsieur Lopez, quelles sont les perspectives des Nations Unies pour le Mali? Bonne question. Je pense que nous allons continuer à soutenir les efforts du gouvernement malien, justement pour la mise en œuvre de l'accord et pour arriver à une paix, à une stabilité durable au Mali. Et ce que je peux dire, c'est que les aspects qui ont été évoqués par professeur Ndiaye, les différentes sections, divisions, départements de la MINUSMA travaillent dans ce sens, avec les communautés, avec les femmes, avec les jeunes, avec les leaders traditionnels. Nous travaillons avec toutes ces communautés pour justement les mettre à contribution dans ce qui est en train d'être fait au Mali. Mais nous disons toujours, la responsabilité incombe aux Maliens. Nous ne pouvons pas nous substituer aux Maliens. Et je pense que vous avez une histoire assez riche, des décennies, des millénaires de votre histoire. Et je pense que c'est une petite épreuve de votre histoire que vous avez dans votre ADN les moyens de surmonter. Donc nous sommes là pour vous vraiment vous aider. D'accord. Alors, professeur Ndiaye, un mot de la fin avant de boucler ce débat. Je pense que ce que vit le Mali aujourd'hui est fondamentalement de la responsabilité des Maliens. Évidemment, il y a des paramètres géopolitiques et géostratégiques qui interviennent, mais si le Mali en est là aujourd'hui, et j'ai l'habitude de lire, c'est parce que ce sont les Maliens avant tout qui ont trahi le Mali. Et donc,
pour relever les défis qui sont les nôtres. Seuls les Maliens qui aiment leur pays peuvent relever ce défi. C'est notre entière responsabilité. Merci. Et cela met fin à ce débat sur la présence des Nations Unies au Mali. Un grand merci à nos invités, M. Danielson Lopez Darosa, chef de la section médiation de la MINUSMA, professeur Issa Ndiaye, politologue et chargé de cours à l'université de Bamako. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde Mamadi Keïta. La régie est assurée par Salim Diouara. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.